Je m'appelle Houston, j'ai 28 ans et je suis ingénieur logiciel à Seattle. J'ai toujours été le responsable dans ma famille, celui vers qui tout le monde se tourne quand les choses tournent mal. Mais quand je me suis réveillé dans ce lit d'hôpital après mon accident, fixant la chaise vide où la famille aurait dû être, quelque chose en moi a finalement cédé. Maintenant, en fixant l'écran de mon téléphone, affichant 53 appels manqués et ce message désespéré de ma mère, je suis confronté à un choix impossible. Avant de vous raconter comment j'ai fini par choisir entre la supplique désespérée de ma famille et mon propre respect de soi, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez jamais eu à faire un choix difficile concernant des membres toxiques de votre famille. Grandir comme le frère aîné de Mason, qui a 4 ans de moins que moi, j'ai toujours ressenti le poids des attentes sur mes épaules. Dès mon plus jeune âge, il était clair que nos parents Richard et Barbara avaient un favori, et ce n'était pas moi. Chaque petite chose que Mason accomplissait était célébrée comme s'il avait remporté le prix Nobel, tandis que mes réalisations enregistraient à peine sur leur radar. Quand Mason a marqué le but de la victoire dans son match de football au collège, mes parents ont organisé une énorme fête avec toute la famille élargie invitée. 2 semaines plus tôt, j'avais terminé premier au concours scientifique régional. Et tout ce que j'ai eu, c'est un bon travail, distrait, alors que mon père feuilletait les chaînes de télévision. Ce n'était pas un incident isolé, non plus. C'était un schéma constant tout au long de notre enfance. Je me souviens encore de ma remise de diplôme de lycée. J'étais major de promotion, et bien que mes parents aient assisté à la cérémonie, ils sont partis immédiatement après, car Mason avait un match de baseball ce soir-là. Il n'y a pas eu de dîner de célébration pour moi. Pas de photos fièrement affichées sur le manteau de la cheminée. Juste des félicitations hâtives. Puis ils sont partis, me laissant célébrer avec des amis au lieu de la famille. Malgré ce déséquilibre, j'ai travaillé dur pour maintenir l'harmonie familiale. J'ai compris très tôt que mon rôle était d'être le responsable. J'ai excellé académiquement, obtenu des bourses pour réduire le fardeau financier de mes parents et construit une carrière stable en ingénierie logicielle. Pendant ce temps, Mason a abandonné l'université après seulement 3 semestres, affirmant que ce n'était pas pour lui. Mes parents l'ont réconforté, lui ont dit qu'il trouverait sa voie et ont continué à le soutenir financièrement jusque dans la vingtaine. Le parcours professionnel de Mason était essentiellement une collection de faux départs. Il prenait un emploi, le gardait quelques mois, puis démissionnait parce que son patron ne comprenait pas sa vision, ou ses collègues étaient trop conventionnels. Chaque fois, mes parents hochaient la tête avec sympathie et ouvraient leur portefeuille. Quand il a décidé de devenir photographe, ils lui ont acheté un appareil photo de 3 000 $. 6 semaines plus tard, il prenait la poussière dans son placard. Quand il a voulu lancer une entreprise de camions de nourriture, ils ont aidé pour la compte. 3 mois plus tard, le camion était vendu à perte. À travers tout cela, j'ai essayé d'être le frère de soutien. J'offrais des conseils lorsqu'on me les demandait, j'aidais Mason à mettre à jour son CV, je le mettais même en contact avec des contacts professionnels. Mais mes suggestions étaient généralement accueillies par des roulements d'yeux ou des accusations que je me vantais ou que j'étais condescendant. Mes parents me disaient souvent « Arrête de mettre la pression à ton frère » ou « Tout le monde ne peut pas être comme toi, Houston ». Le dernier rassemblement familial, juste 2 semaines avant mon accident, a parfaitement illustré notre dynamique. Nous dînions le dimanche chez mes parents quand Mason a annoncé que sa dernière entreprise commerciale avait échoué. Un service d'abonnement pour des sauces piquantes artisanales qui n'avait duré que 4 mois. Avant même qu'il n'ait fini d'expliquer ce qui n'allait pas, mes parents proposaient déjà des solutions, y compris un soutien financier pour essayer quelque chose de nouveau.
Quand j'ai doucement suggéré que Mason devrait peut-être envisager un emploi stable pendant un certain temps avant de commencer une nouvelle entreprise, la température de la pièce a chuté de 10 degrés. « Tout le monde ne convient pas à la course aux souris, Houston », a dit ma mère vivement. « Certaines personnes ont un esprit créatif. Mason a juste besoin de trouver la bonne opportunité », a ajouté mon père. Nous croyons au soutien de ses rêves. Le contraste tacite planait dans l'air. Il n'avait jamais soutenu mes rêves parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. Je m'étais soutenu moi-même par le travail acharné et la persévérance. D'une manière ou d'une autre, mon autosuffisance était devenue une raison de me tenir pour acquis, plutôt qu'une source de fierté parentale. Cette dynamique créait un conflit intérieur complexe pour moi. J'aimais profondément ma famille, malgré tout. Je voulais que mon frère réussisse et soit heureux. Je voulais l'approbation de mes parents, même si je reconnaissais que je ne l'obtiendrais peut-être jamais aussi facilement que Mason. Mais de plus en plus, je ne pouvais ignorer le sentiment que j'étais valorisé principalement pour ce que je pouvais fournir. Stabilité, fiabilité et renflouement financier occasionnel, plutôt que pour qui j'étais. Ma vie en dehors de la famille était épanouissante de manière dont mes relations familiales ne l'étaient pas. J'avais bâti une carrière réussie dans une entreprise technologique en pleine croissance, gagné le respect de mes collègues et j'avais récemment été promu ingénieur principal. Mon appartement dans le quartier de Capitol Hill à Seattle n'était pas luxueux, mais il était confortable avec de grandes fenêtres donnant sur la ville et un petit balcon où je cultivais des herbes et des tomates en été. J'avais un cercle d'amis proches, Marcus du travail, Alex de mes jours d'université et Stéphanie de mon groupe de randonnée du week-end. Des gens qui semblaient m'apprécier exactement pour ce que j'étais. Ce que je n'avais pas, c'était une relation sérieuse. Ma dernière petite amie, Rebecca, avait rompu après 8 mois, suggérant gentiment que j'avais des murs et des problèmes de confiance. Je l'avais nié à l'époque, mais dans mes moments plus honnêtes, je reconnaissais qu'elle avait probablement raison. Des années à être celui sur qui on pouvait compter et qui était pris pour acquis m'avaient rendu méfiant à l'égard de trop de rapprochements. Il était plus facile d'être l'ami de soutien, le collègue fiable, le frère généreux, des rôles qui me gardaient à une distance émotionnelle sûre, tout en remplissant mon besoin inné d'être utile. En rentrant chez moi après ce dîner de famille, je me suis demandé si les choses changeraient un jour. Y aurait-il un point où mes parents me verraient comme plus que le fils responsable? Mason grandirait-il un jour et assumerait-il la responsabilité de ses choix? Arrêterais-je un jour d'espérer une reconnaissance qui semblait de plus en plus improbable? Peu savais-je, une nuit pluvieuse sur un patch d'asphalte glissant allait bientôt forcer nous tous à affronter ces questions d'une manière que personne d'entre nous n'aurait pu anticiper. L'accident s'est produit un mardi soir. J'étais resté tard au bureau pour une réunion de lancement de produits qui s'était prolongée plus que prévu, et au moment où je suis rentré chez moi, Seattle faisait ce qu'elle fait de mieux. Pleuvoir. Pas l'averse dramatique qui vous fait courir vous abriter, mais cette pluie persistante et brumeuse qui enduit tout et transforme l'asphalte en quelque chose de dangereusement similaire à de la glace noire. Je me souviens avoir regardé ma montre en sortant du parking du bureau. 22h42. Le trafic s'était aminci et j'avais hâte de rentrer chez moi. Peut-être prendre une bière et me détendre avant de me coucher. La radio jouait une vieille chanson de Pearl Jam et je tambourinais distraitement des doigts sur le volant, passant mentalement en revue les actions à mener suite à la réunion. Je prenais l'itinéraire que je prenais toujours, le long d'East Lake Avenue vers Capitol Hill. La route tourne doucement à l'approche du viaduc de l'A5. Rien de spectaculaire. Un virage que j'avais négocié des centaines de fois auparavant.
Je ne roulais pas vite. Au contraire, je conduisais plus prudemment que d'habitude à cause de la pluie. Plus tard, le rapport de police le confirmerait, notant que les conditions routières, et non l'erreur du conducteur, étaient maintenant le facteur principal. Un moment, tout était normal, et l'instant d'après, le chaos. Ma voiture a heurté une plaque glissante où de l'huile et de l'eau s'étaient mélangées. J'ai ressenti le premier dérapage, la sensation nauséeuse des roues perdant leur adhérence. J'ai fait ce que l'on est censé faire, tourner dans le sens du dérapage, ne pas freiner brusquement, mais cela n'a pas d'importance. La voiture a tourné une fois, 2 fois, et puis j'ai vu des phares venir vers moi, d'une luminosité aveuglante. Il y a eu le horrible bruit de métal qui s'écrase contre du métal, le choc violent lors du déploiement des airbags, l'odeur âcre des produits chimiques brûlés et le goût du sang dans ma bouche. Le temps semblait s'étirer et se contracter tout à la fois. Je me souviens avoir pensé avec une clarté étrange, c'est vraiment grave. Et puis tout a basculé lorsque ma voiture a été projetée hors de la route et a dévalé le petit talus qui borde cette section d'East Lake. Quand le mouvement s'est arrêté, la première sensation a été la douleur, une douleur vive et insistante sur mon côté gauche, une pulsation dans ma tête et une douleur sourde et inquiétante à ma jambe droite. La deuxième sensation a été le bruit de la pluie sur le métal, étrangement plus fort qu'avant. La poussière de l'airbag a rendu l'air épais et difficile à respirer. Mes lunettes avaient disparu, projetées par le déploiement de l'airbag, rendant tout un flou de formes sombres et de lumières éparses. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, sonné et désorienté, avant d'entendre une voix. « Hé, mec, ne bougez pas. J'appelle une ambulance. » Une silhouette est apparue à la fenêtre brisée du côté conducteur. Quelqu'un dans une veste sombre, le visage inquiet mais rassurant de calme. Plus tard, j'apprendrai que c'était Michael, un responsable de bar qui rentrait chez lui après son service et qui avait été témoin de l'accident 3 voitures derrière. À ce moment-là, cependant, c'était juste une voix me disant que l'aide arrivait. Une main passant par la fenêtre pour me serrer l'épaule. Le premier maillon d'une chaîne de gentillesse qui contrasterait fortement avec l'absence de ma famille. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. 2 professionnels efficaces et compatissants, nommés Kate et Darren. Ils ont stabilisé mon cou avec un collier, m'ont posé des questions pour évaluer mon état mental et m'ont extrait soigneusement du véhicule écrasé. Je me souviens de la douce mise en garde de Kate. « Ça va faire mal, mais nous devons vous mettre sur le plan chaud. » Et la vague de douleur qui a suivi alors qu'il me déplaçait dans l'ambulance. Alors que Darren commençait une perfusion et vérifiait mes signes vitaux, j'ai demandé à Kate mon téléphone. Il avait survécu par miracle dans la poche de ma veste. L'écran fissuré, mais fonctionnel. Pendant que l'ambulance naviguait dans les rues mouillées vers le Northwest Hospital, j'ai passé mes premiers appels à ma famille. Pas de réponse de la maison de mes parents. Pas de réponse du téléphone portable de mon père. Pas de réponse du téléphone portable de ma mère. Pas de réponse de Mason. J'ai laissé des messages vocaux pour chacun. Des messages brefs et factuels expliquant qu'il y avait eu un accident. J'allais au Northwest Hospital et j'apprécierais si quelqu'un pouvait me rencontrer là-bas. J'ai essayé de garder ma voix stable pour ne pas paraître aussi effrayé que je me sentais. Mais en réécoutant les messages plus tard, la tension est indéniable. Les urgences ont été un brouillard de lumière vive et de questions urgentes. Un médecin nommé Raymond Wilson m'a examiné, ses mains douces mais méticuleuses, évaluant l'étendue de mes blessures.
Le diagnostic a été délivré dans sa voix calme et mesurée. 3 côtes cassées du côté gauche, une commotion modérée, un genou sévèrement entorse avec possible lésion ligamentaire et diverses coupures et contusions. Je devrais rester à l'hôpital pour observation en raison de la commotion, avec un temps supplémentaire pour la gestion de la douleur et pour commencer la physiothérapie pour mon genou. Alors qu'on me transportait à la radiologie pour des rayons X et un scanner, j'ai essayé de contacter ma famille à nouveau. Toujours aucune réponse de personne. Je me suis dit qu'ils dormaient peut-être, bien qu'il ne soit pas si tard, à peine minuit. Peut-être que leur téléphone était en mode silencieux. Peut-être qu'ils vérifieraient leur message le matin et viendraient dès la première heure. J'ai repoussé la petite voix qui murmurait qu'ils auraient dû répondre. Que c'était exactement le genre d'urgence où la famille est censée tout laisser tomber et se présenter. Après que les scanners aient confirmé le diagnostic initial du Dr Wilson, j'ai été admis et déplacé dans une chambre. L'infirmière qui m'a installé s'appelait Jennifer, une femme dans la quarantaine avec un doux accent du Sud et des mains efficaces et douces. Elle m'a vu vérifier mon téléphone à nouveau. « Vous n'arrivez toujours pas à joindre votre famille, ma chérie ?» a-t-elle demandé en ajustant ma perfusion. J'ai secoué la tête, grimaçant de douleur que le mouvement causait. « Ils viendront probablement ce matin, ai-je dit, essayant de me convaincre autant qu'elle. Il est tard, et ils n'ont peut-être pas encore vérifié leur message. » L'expression de Jennifer portait une lueur de quelque chose. Du doute peut-être, ou de la sympathie, mais elle a juste hoché la tête et m'a tapoté le bras. « Eh bien, reposez-vous maintenant. Je passerai vous voir pendant la nuit. Et le docteur Wilson a laissé de bonnes prescriptions de médicaments contre la douleur. Vous n'êtes pas seul. » Mais j'étais seul dans toutes les directions qui comptaient. Cette première nuit à l'hôpital a été l'une des plus longues de ma vie. Les médicaments contre la douleur aidaient au malaise physique, mais ne faisaient rien pour le chagrin croissant d'inquiétude et de douleur. Pourquoi personne ne répondait-il? Quelque chose leur était-il arrivé aussi? Ou simplement, ils ne se souciaient pas assez pour vérifier leur téléphone, même tard le soir? Je dérivais dans et hors d'un sommeil induit par les médicaments, chaque réveil apportant une nouvelle vague d'espoir que peut-être maintenant quelqu'un serait assis dans ce fauteuil visiteur. Mais le fauteuil est resté vide, et mon téléphone est resté silencieux. Le matin est arrivé avec la routine de l'hôpital, vérification des signes vitaux, médicaments, un petit déjeuner fade que j'ai à peine touché. Jennifer a été remplacée par un infirmier de jour nommé Thomas, qui m'a aidé à aller aux toilettes et à vérifier mes bandages. Vers 9 heures, j'ai essayé d'appeler tout le monde à nouveau. Toujours pas de réponse. J'ai envoyé des messages textes cette fois, pensant qu'ils seraient peut-être plus susceptibles de les remarquer. À midi, la douleur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus froid. Ce n'était plus une question de dormir toute la nuit ou de manquer des messages. C'était une absence active et choisie. Personne dans ma famille ne s'était soucié de moi depuis 12 heures, malgré plusieurs appels et messages textes indiquant explicitement que j'étais à l'hôpital après un accident de voiture. La vérité était indéniable. Assis là, dans cette chambre stérile, avec rien d'autre que le bip intermittent des moniteurs pour compagnie. Il ne se souciait tout simplement pas assez pour se présenter. Le deuxième jour à l'hôpital s'est déroulé selon un rythme. Infirmière vérifiant les signes vitaux. Dr Wilson s'arrêtant pour évaluer mon état. Des physiothérapeutes venant discuter du programme de réadaptation pour mon genou. La douleur dans mes côtes rendait chaque respiration un effort conscient. Et la commotion me laissait avec un mal de tête persistant et une sensibilité à la lumière. Mais les médecins semblaient satisfaits de mes progrès. Le scanner ne montre aucun saignement ni gonflement dans le cerveau, a expliqué le docteur Wilson en feuilletant mon dossier.
Mais avec les commotions, nous devons être prudents. Nous vous garderons encore un jour ou deux pour observation. J'ai hoché la tête, essayant de me concentrer sur ces paroles, à travers le brouillard de douleurs, de médicaments et d'engourdissements émotionnels qui s'étaient installés sur moi. Je n'avais toujours pas eu de nouvelles de ma famille, et j'avais arrêté d'essayer de les appeler. Le silence répété était devenu trop décourageant. Vers 14 heures, la porte de ma chambre s'est ouverte et j'ai levé les yeux, m'attendant à une autre infirmière. Au lieu de cela, j'ai vu Marcus, mon ami le plus proche du travail, portant mon sac d'ordinateur portable et une petite sacoche de sport. « Jésus Houston », a-t-il dit, en examinant mon visage meurtri et les divers tubes et moniteurs. « Tu as l'air d'un enfer, mec. » Malgré tout, j'ai souri. « Merci. C'est tout ce que chaque patient hospitalisé veut entendre. » Marcus a rapproché la chaise visiteur près du lit. « Rachel nous a dit ce qui s'est passé. Toute l'équipe s'inquiète pour toi. » Il a posé la sacoche sur le lit. « J'ai passé chez toi et j'ai pris quelques vêtements, des articles de toilette, ton chargeur. Je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin. » La simple gentillesse m'a presque bouleversé. « Merci, ai-je réussi, ma voix plus rauque que je ne l'avais voulu. Il y a une chance que tu aies apporté mes lunettes aussi. » La paire de rechange devrait être dans le tiroir de la salle de bain. « Juste là, » a dit Marcus, en sortant mon étui à lunettes. « Et j'ai apporté ton ordinateur portable pour que tu ne subisses pas de manque de codage. » Alors que je mettais mes lunettes, le monde reprenait sa netteté. Marcus a regardé autour de la pièce vide, son expression devenant plus inquiète. « Où est ta famille ? Je pensais qu'ils seraient là. » La question a frappé comme un coup physique. J'ai détourné le regard, faisant semblant d'ajuster la couverture. Ils ne sont pas encore venus. Marcus fronça les sourcils. Ils ne sont pas encore venus. Ça fait presque 24 heures. Je sais, ai-je dit doucement. Je n'arrive pas à les joindre. Un éclair de colère a traversé le visage de Marcus, rapidement maîtrisé. Il en savait assez sur ma situation familiale pour comprendre ce qui se passait probablement. « Eh bien, je suis là maintenant, » a-t-il dit fermement. « Et l'équipe m'a demandé de te dire de prendre tout le temps nécessaire. Rachel a réaffecté tes projets temporairement. » Pendant que Marcus était là, j'ai décidé de consulter mes emails et mes réseaux sociaux. Quelque chose pour me concentrer sur autre chose que l'absence flagrante de ma famille. Marcus a installé mon ordinateur portable sur la table réglable et je me suis connecté à mes comptes. Je n'avais pas l'intention de regarder Instagram. C'était juste une habitude de parcourir mes sites habituels. Et là, je l'ai vu, publié il y a 14 heures. Une photo de mes parents et Mason au parc d'attractions Wild Waves. Tous les trois souriant largement, barbe à papa à la main, manifestement en train de passer un moment fantastique. L'horodatage montrait que la publication avait eu lieu hier soir, des heures après mes premiers appels de l'ambulance. Mais c'est la légende qui m'a fait tomber l'estomac et mes oreilles bourdonner. Enfin, un peu de paix sans lui. Meilleure journée, temps en famille. Pas de palabres. La publication avait des dizaines de likes, y compris de plusieurs membres de la famille élargie et d'amis de la famille. Il y avait des commentaires aussi. Des gens que je connaissais depuis des années, répondant avec des émojis de rire et ajoutant leurs propres blagues sur le frère sérieux qui donnait enfin une pause à tout le monde. J'ai fixé l'écran, incapable de traiter ce que je voyais. Ils avaient reçu mes messages. Ils savaient que j'étais à l'hôpital.
Et non seulement ils avaient choisi de ne pas venir, mais ils étaient allés dans un parc d'attractions pour célébrer mon absence. Marcus, voyant mon expression, s'est penché pour regarder l'écran. Son visage s'est assombri en lisant la publication. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit platement. « Houston, c'est... Je n'ai même pas de mots pour ça. » J'ai fermé l'ordinateur portable, un calme étrange s'installant en moi. C'est éclaircissant, n'est-ce pas? C'est cruel, c'est dégoûtant, c'est... Marcus était plus contrarié que moi, ou du moins le montrait-il plus. Tu dois les confronter tout de suite. J'ai secoué la tête, légèrement conscient de la douleur. Non, je ne vais rien faire. Houston, tu ne peux pas laisser ça passer comme ça. Ils se moquent de toi, publiquement, pendant que tu es allongé dans un lit d'hôpital. Et quelle serait l'utilité de les confronter ? Ai-je demandé calmement. Forcer un moment de culpabilité avant qu'ils ne trouvent un moyen de me faire passer pour le méchant encore une fois. Non. Je pense que je vais juste observer, prendre des notes. Marcus semblait vouloir argumenter, mais a plutôt pris une profonde inspiration. « Tu veux que je reste ce soir ? Je peux dormir sur la chaise. »« Non, rentre chez toi. Je vais bien. » Voyant son regard sceptique, j'ai ajouté « Vraiment ? J'ai beaucoup à réfléchir et j'ai besoin de temps calme. » Après lui avoir arraché la promesse d'appeler si j'avais besoin de quelque chose, Marcus est parti à contre-cœur. Au moment où la porte s'est fermée derrière lui, le calme que j'avais maintenu s'est fracturé. Pour la première fois depuis mon enfance, j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots déchirants qui envoyaient de nouvelles vagues de douleur à travers mes côtes cassées. J'ai pleuré pour le petit garçon qui n'avait jamais été suffisant, pour le jeune homme qui avait tellement essayé de gagner un amour qui aurait dû être donné librement, pour l'adulte qui avait enfin vu la vérité dans toute sa clarté indéniable. C'est ainsi que l'infirmière Jennifer m'a trouvé, le visage enfoui dans mes mains, les épaules tremblantes. Sans un mot, elle s'est assise sur le bord du lit et a posé une main douce sur mon bras, attendant que la tempête passe. « Tu veux en parler ?» a-t-elle demandé quand j'ai finalement levé les yeux. Je lui ai montré le post Instagram. Son expression est passée de la compassion à l'indignation en le lisant. « Oh, mon chéri !» a-t-elle dit doucement. « La famille peut être ceux qui nous blessent le plus profondément, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, sans mots. « Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Rien, ai-je dit. » Ma décision s'est cristallisée au fur et à mesure que je parlais. Je vais me concentrer sur ma guérison. Je vais protéger ma paix et je ne leur donnerai pas la satisfaction de savoir qu'ils m'ont blessé. Jennifer a hoché la tête lentement. Parfois, la dignité est la seule chose que nous pouvons contrôler. Mais n'oubliez pas, la famille choisie peut être plus réelle que le sang. J'ai éteint complètement mon téléphone après cela. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai selon mes propres termes, pas les leurs. S'ils ne pouvaient pas se donner la peine de me rendre visite à l'hôpital, je ne me donnerais pas la peine d'être disponible quand ils se souviendraient enfin de mon existence. Le 3e jour à l'hôpital a apporté une réduction notable de la douleur physique, mais une intensification de la turbulence émotionnelle. L'équipe médicale avait ajusté mes analgésiques, trouvant un équilibre qui maintenait le pire inconfort à distance, tout en laissant mon esprit plus clair. Le docteur Wilson semblait satisfait de mes réponses neurologiques, suggérant que la commotion se résolvait bien, et le spécialiste orthopédiste qui a examiné mon genou a confirmé que, bien que sévèrement entorse, les ligaments étaient intacts.
Une petite grâce au milieu de tout le reste. La vie à l'hôpital s'est installée dans un rythme prévisible. Petit déjeuner à 7h30, médicaments à 8h, physiothérapie à 10h, déjeuner à midi, vérification des signes vitaux tout au long de la journée, dîner à 18h, dernière série de médicaments à 21h. Il y avait un confort dans cette routine, une structure qui fournissait un échafaudage pour mes pensées tumultueuses. Pendant les longues heures entre ces interventions programmées, je me suis retrouvé à revoir mentalement des moments clés de ma relation avec ma famille, les voyant avec une nouvelle clarté, maintenant que le post Instagram avait éliminé les illusions restantes. Je me suis souvenu de mon 16e anniversaire, quand mes parents avaient complètement oublié, parce que Mason avait une pièce de théâtre le même jour. Quand je l'ai mentionné le lendemain matin, ma mère avait eu l'air brièvement coupable avant de dire « Eh bien, tu n'es pas vraiment fan des célébrations d'anniversaire, n'est-ce pas ?» créant un récit où leur négligence devenait ma préférence. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme universitaire quand ils sont arrivés en retard et sont partis tôt parce que Mason s'ennuyait. Le dîner de célébration que j'avais prévu, à mes frais dans un restaurant que je pouvais à peine me permettre, avec mon budget étudiant, annulé, parce que Mason voulait rentrer chez lui pour regarder un match de basketball. Je me suis souvenu de la fois où j'ai eu une intoxication alimentaire et que j'ai appelé ma mère pour obtenir des conseils, pour qu'elle coupe court à l'appel, parce qu'elle accompagnait Mason faire du shopping pour un entretien d'embauche. J'avais passé cette nuit-là seul sur le sol de ma salle de bain, trop malade pour même atteindre le téléphone pour appeler un ami. Mason n'a pas obtenu le poste. Il s'est endormi et a manqué l'entretien. Chaque souvenir portait le même schéma. Mes besoins minimisés. Ceux de Mason priorisés. Mes parents favorisant et encourageant le déséquilibre. Et à travers tout cela, ma croyance persistante que si je réussissais davantage, aidais davantage, me plaignais moins, un jour je serais suffisant. Penny, pour vos pensées. La voix appartenait à Walter, mon colocataire de 86 ans, admis pour des complications liées au diabète. Il avait été silencieux la plupart du temps, mais quand il parlait, ses observations étaient vives et perspicaces. J'ai hésité, puis je me suis retrouvé à partager toute l'histoire. L'accident, les appels ignorés, le post Instagram, les années à me sentir secondaire dans ma propre famille. Walter a écouté sans interruption, son visage buriné pensif. Quand j'ai eu fini, il a hoché lentement la tête. « Ça me rappelle mon Robert », a-t-il dit. « Mon fils. Nous n'avons pas parlé pendant 12 ans. » Cela m'a surpris. Walter avait mentionné son fils plusieurs fois, toujours avec une fierté et une affection évidentes. « Qu'est-il arrivé ?» ai-je demandé. « J'étais comme vos parents, » a dit Walter sans détour. « J'ai eu 2 fils. Robert était le responsable, comme vous. Michael était le charmeur, toujours en difficulté, toujours en besoin de renflouement. Je favorisais Michael, pas consciemment, je veux dire, mais en y repensant. C'est limpide, comme de l'eau de roche. Robert a tellement essayé, et je l'ai pris pour acquis. » Walter s'est déplacé dans son lit, grimaçant légèrement. Le signal d'alarme est venu quand Robert a arrêté d'essayer, arrêté d'appeler, arrêté de visiter, juste s'est éloigné. Et vous savez quoi? Il m'a fallu 3 mois pour même remarquer qu'il était parti. Le parallèle avec ma situation n'a pas échappé. Comment vous êtes-vous réconciliés? Ce n'était pas facile, a admis Walter. D'abord, j'ai dû reconnaître ce que j'avais fait. Ensuite, j'ai dû m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas ce genre de « je suis désolé si vous vous êtes senti blessé » absurde.
Et puis est venue la partie la plus difficile. J'ai dû changer mon comportement. Les mots sans action n'auraient été que la même chose. Il m'a regardé droit dans les yeux. Votre famille n'aura peut-être jamais ce moment de clarté. Certaines personnes ne l'ont pas. Et voici la chose, jeune homme. Tu ne peux pas les faire voir. La seule personne dont le comportement tu peux contrôler, c'est le tien. Alors, que devrais-je faire ? Ai-je demandé, voulant sincèrement son avis. Le respect de soi n'est pas égoïste, a dit Walter fermement. C'est parfois la seule chose qui te sauve. Établis des limites. Sois clair sur ce que tu accepteras et ce que tu n'accepteras pas. Sois prêt à ce qu'il résiste, à ce qu'il t'appelle difficile, égoïste ou ingrat, et sache que se choisir soi-même ne signifie pas que tu ne les aimes pas. Cela signifie que tu t'aimes enfin assez, toi aussi. Ces paroles ont résonné profondément, articulant la décision qui se formait dans mon esprit depuis la vision de ce post Instagram. Je ne me contorsionnerai plus pour gagner une approbation qui aurait dû être donnée librement. Je ne permettrai plus d'être valorisé seulement pour ce que je pouvais fournir plutôt que pour qui j'étais. J'aimerais ma famille, mais à une distance qui protégerait mon nouveau respect de moi-même. L'après-midi a apporté plus de physiothérapie, se concentrant sur des mouvements doux pour maintenir la mobilité de mon genou blessé sans forcer les tissus en cours de guérison. Le thérapeute, David, était patient et encourageant, expliquant chaque exercice et son objectif. Quand j'ai mentionné que je pourrais rentrer chez moi le lendemain, il a fourni des instructions détaillées pour continuer la thérapie à domicile. La clé est la cohérence, a-t-il expliqué. Des mouvements petits et réguliers vous aideront à guérir plus rapidement que des sessions sporadiques et intenses. Il m'a frappé que ces conseils s'appliquaient également à la guérison émotionnelle. De petits actes constants de soins personnels et de maintien des limites seraient finalement plus efficaces que des confrontations dramatiques ou des gestes grandioses. En soirée, le docteur Wilson a confirmé que je pouvais sortir le lendemain matin, à condition que quelqu'un me conduise à la maison et reste avec moi pendant au moins les premières 24 heures. Je l'ai assuré que Marcus s'était déjà porté volontaire, ce qui était vrai. Il avait envoyé un SMS à l'accueil des infirmières depuis que mon téléphone restait éteint. Ma dernière nuit à l'hôpital a été consacrée à une contemplation tranquille. La décision de ne pas contacter ma famille semblait à la fois libératrice et terrifiante. Des années de conditionnement m'avaient appris que mon rôle était de maintenir l'harmonie familiale à n'importe quel prix pour moi-même. S'éloigner de ce rôle signifiait entrer en territoire inconnu. Mais comme Walter l'avait dit, le respect de soi devait parfois passer en premier. Alors que je dérivais vers le sommeil, je me suis demandé combien de temps il faudrait à ma famille pour remarquer mon absence. Les paroles de Walter résonnaient dans mon esprit. Il m'a fallu 3 mois pour même remarquer qu'il était absent. Ma famille remarquerait-elle plus tôt ou ne me contacterait-elle que lorsqu'ils auraient à nouveau besoin de quelque chose de moi? La réponse viendrait plus tôt que je ne m'y attendais et sous une forme que je n'aurais jamais pu anticiper. Le processus de sortie a commencé tôt le lendemain matin, une frénésie de paperasse, d'ordonnances et d'instructions. Le docteur Wilson a passé en revue mes médicaments, soulignant l'importance de prendre les analgésiques comme prévu, plutôt que d'attendre que la douleur devienne intense. Le but est de rester en avance sur la douleur, a-t-il expliqué. Il est beaucoup plus difficile de la contrôler une fois qu'elle est intense. Le physiothérapeute a fourni des exercices imprimés avec des illustrations claires, et l'infirmière de sortie a passé en revue les signes d'alerte qui nécessiteraient un retour à l'hôpital. À 10h30, j'étais assis dans un fauteuil roulant à l'entrée où Marcus m'attendait avec sa voiture. « Le char vous attend, noble monsieur »,
a-t-il dit avec un salut théâtral, essayant d'alléger l'ambiance. J'ai apprécié l'effort, même si mon sourire semblait rigide et artificiel. Le trajet jusqu'à mon appartement était choquant après des jours dans le calme de l'hôpital. La ville semblait trop bruyante, trop lumineuse, trop rapide. Chaque bosse sur la route envoyait une vague de douleur à travers mes côtes, malgré les médicaments. Et au moment où nous sommes arrivés à mon immeuble, je serrais les dents et je transpirerais légèrement. « Tu vas bien ?» a demandé Marcus en m'aidant à sortir de la voiture. « Oui, ai-je réussi. J'ai juste oublié à quel point bouger fait mal. » Le trajet en ascenseur jusqu'à mon appartement au 4e étage a semblé interminable. Quand Marcus a finalement déverrouillé ma porte et que je suis entré, la vue était à la fois réconfortante et étrange. Tout était exactement comme je l'avais laissé il y a 3 jours, intact par le changement sismique de mon paysage émotionnel. Le courrier s'était accumulé sous la fente à courrier. Une tasse de café traînait encore sur le comptoir où je l'avais laissé avant de partir travailler le jour de l'accident. La plante sur le rebord de la fenêtre s'affaissait légèrement, ayant besoin d'eau. Marcus m'a aidé à m'installer sur le canapé, arrangeant des coussins pour soutenir mon genou blessé et minimiser la pression sur mes côtes. Il s'est ensuite déplacé efficacement dans l'appartement, arrosant les plantes, collectant le courrier, organisant mes médicaments sur le comptoir de la cuisine, rangeant les vêtements et les articles de toilette qu'il avait apportés à l'hôpital. « J'ai fait les courses hier », a-t-il dit, l'ouvrant pour me montrer. « Rien d'extraordinaire, mais assez pour que tu n'aies pas à cuisiner pendant quelques jours. Et j'ai configuré un compte de livraison de nourriture. Utilise juste l'application quand tu as besoin de quelque chose. » Le contraste entre ces soins attentionnés et l'absence de ma famille était si frappant. C'était presque physique. « Marcus, je ne sais pas comment te remercier. » Il a agité la main. « Ne m'en parle pas. Tu ferais la même chose pour moi. » Il a vérifié sa montre. « J'ai pris la journée de congé pour te mettre en place, mais je devrais sortir chercher tes ordonnances. Tu vas bien pendant 20 minutes ?» Après lui avoir assuré que j'irais bien, je me suis retrouvé seul dans mon appartement pour la première fois depuis l'accident. Le silence était profond après le bruit de fond constant de l'hôpital. J'ai appuyé ma tête contre le canapé et j'ai fermé les yeux, me permettant de ressentir pleinement le mélange de soulagement d'être à la maison et d'appréhension quant à la gestion de ma guérison largement seule. Quand Marcus est revenu avec mes médicaments, il m'a aidé à prendre les premières doses, puis a mis des alarmes sur mon téléphone pour les prochaines séries. « Vous devrez respecter le calendrier avec ceci », m'a-t-il rappelé, faisant écho au docteur Wilson, surtout pour les premiers jours. En début d'après-midi, la réalité de mes nouvelles limitations est devenue claire lorsque j'ai tenté mon premier voyage solo aux toilettes. Chaque mouvement nécessitait de la planification et provoquait de la douleur. Le simple fait de se lever du canapé était une négociation entre diverses parties blessées de mon corps. La courte marche dans le couloir me laissait essoufflé et tremblant. La salle de bain elle-même présentait des défis inattendus. Comment s'abaisser aux toilettes sans mettre de poids sur mon mauvais genou? Comment se laver les mains tout en se balançant sur une jambe? Mais c'est la douche qui est devenue le symbole de ma nouvelle réalité. Marcus avait aidé à installer une chaise de douche et avait installé un accessoire de pommeau de douche à main avant de partir pour la soirée, promettant de revenir le matin, debout sous l'eau chaude, manœuvrant maladroitement pour garder mes bandages au sec. J'ai été frappé par la profonde vulnérabilité de ma situation et la force inattendue que je trouvais en elle. Cette douche, ce petit acte de soin personnel accompli à travers la douleur et la difficulté, représentait une nouvelle forme d'indépendance. Pas l'indépendance basée sur les capacités dont j'avais toujours été fier,
mais quelque chose de plus profond. Une indépendance émotionnelle née de la reconnaissance que je pouvais faire face à l'adversité sans ma famille et survivre quand même. Trouver encore des moments de paix et même de petites victoires. Au cours des jours suivants, une rotation d'amis est intervenue pour aider. Alex a apporté des repas faits maison, portionnés dans des contenants qui pouvaient être facilement réchauffés. Stéphanie a fait des courses, ramassant des provisions et une genouillère plus confortable que celle fournie par l'hôpital. Des collègues ont envoyé un énorme panier de fruits avec une carte signée par tous les membres de mon équipe. Ma voisine Lisa a descendu mes poubelles au vide-ordures chaque soir et a rentré mon courrier. Le contraste avec l'absence de ma famille n'aurait pu être plus marqué. Ces gens, amis, collègues, même voisins, se sont présentés sans qu'on le leur demande, offrant une aide spécifique plutôt que des platitudes vagues, prenant des nouvelles sans être intrusifs. Ils ont démontré ce à quoi ressemblait un vrai soin, rendant le comportement que j'avais accepté de ma famille pendant des années plus inacceptable en comparaison. Le 3e jour à la maison, ma patronne Rachel a appelé. « Je prends juste des nouvelles », a-t-elle dit. Et avant que vous ne demandiez, non, je n'ai pas besoin de mises à jour sur le projet Mendoza. C'est géré. Merci, ai-je dit, sincèrement soulagé. J'essayais de suivre les emails, mais... Houston, tu as eu un grave accident. Ton travail en ce moment est de guérir, pas de surveiller ta boîte de réception. Nous nous débrouillerons. C'est à ça que servent les équipes. Ces mots m'ont profondément touché. C'est ce à quoi servent les équipes. Ma famille n'a jamais fonctionné en équipe, du moins pas une qui m'incluait comme membre égal. J'avais toujours été du personnel de soutien, censé aider, mais pas m'attendre à être aidé en retour. C'est Rachel qui a finalement posé la question. Les autres avaient été trop polis pour la formuler directement. Houston, où est ta famille dans tout ça? Ne devrait-il pas t'aider? La question posée avec une inquiétude sincère plutôt qu'avec jugement a traversé la neutralité prudente que j'avais maintenue sur le sujet. Je me suis retrouvé à lui raconter les appels ignorés, le post Instagram, les années de déséquilibre. J'ai éteint mon téléphone, ai-je conclu. J'ai besoin d'espace pour traiter tout ça sans que leur voix dans ma tête me dise que je réagis de manière excessive ou que je suis égoïste. Ce n'est pas égoïste, c'est de l'autopréservation, a dit Rachel fermement. Et pour ce que ça vaut, je pense que c'est depuis longtemps attendu. À la fin de la semaine, j'avais établi une nouvelle routine. Médicaments, exercices, période de repos, courtes promenades autour de l'appartement pour maintenir la mobilité. Je bougeais un peu mieux chaque jour, bien que la douleur dans mes côtes restait vive avec certains mouvements, et mon genou ne pouvait toujours pas supporter tout le poids. C'est exactement une semaine après ma sortie de l'hôpital que j'ai finalement décidé de rallumer mon téléphone. La décision n'a pas été prise à la légère. J'avais appris à apprécier le silence que j'avais créé, libre des attentes et des exigences de ma famille. Mais l'isolement complet n'était pas durable à long terme, et je devais au moins vérifier les messages des amis et de mon équipe médicale. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai trouvé quand l'écran s'est finalement allumé. La routine matinale était devenue presque mécanique. Médicaments avec un petit déjeuner, exercice d'étirement doux, une marche prudente autour de l'appartement pour détendre les muscles raides. Je bougeais plus facilement maintenant, bien que les bleus sur mon visage et mon torse aient évolué en un spectre spectaculaire de jaunes et de violets, et mes côtes protestaient vivement si je bougeais trop vite ou si je respirais trop profondément. Assis à ma table de cuisine avec une tasse de café, je tenais mon téléphone à la main, mon pouce planant au-dessus du bouton d'alimentation.
Une semaine de silence numérique avait été étonnamment paisible. Pas d'email exigeant des réponses, pas de mises à jour sur les réseaux sociaux, déclenchant des comparaisons, pas de messages familiaux nécessitant un travail émotionnel pour y répondre. Mais il était temps de renouer, au moins partiellement. Le téléphone a mis plusieurs minutes à s'allumer, puis les notifications ont commencé. Un flux constant au début, puis un torrent. Email, messages textes, messages vocaux, appels manqués. La plupart provenaient d'amis et de collègues qui prenaient des nouvelles, des rendez-vous médicaux de suivi, des communications de routine que je devrais trier plus tard. Mais ce qui a fait bondir mon rythme cardiaque et trembler mes mains, c'est le nombre d'appels manqués de ma famille. 53 au total, 22 de ma mère, 18 de mon père, 13 de divers membres de la famille élargie, tantes, oncles, cousins, tous dans les dernières 24 heures. Les messages vocaux ont commencé assez poliment. « Houston, c'est maman. Rappelle-moi quand tu pourras. »« Houston, c'est papa. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Rappelle. » Mais ils ont rapidement augmenté en urgence. « Houston, où es-tu? C'est important. Appelle immédiatement. »« Houston, pour l'amour de Dieu, décroche ton téléphone. C'est une urgence. » Les messages textes suivaient le même schéma, commençant par des messages de routine, avant de dégénérer en messages tout en majuscules, des exigences et des accusations d'égoïsme pour ne pas répondre. Le dernier message envoyé il y a seulement 3 heures venait de ma mère. « Ton frère a des ennuis. Nous avons besoin de toi maintenant. » Je me suis assis là à fixer l'écran, un poids froid s'installant dans mon estomac. C'était exactement ce que Walter m'avait prévenu. Ils n'avaient pas remarqué mon absence jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose de moi. Pas une seule fois, dans aucun des messages, il n'y avait eu mention de mon accident, de mon séjour à l'hôpital, ou d'inquiétude pour mon bien-être. Juste des demandes croissantes pour mon aide face à la crise que Mason avait créée maintenant. Mon esprit est immédiatement allé aux crises passées de Mason que j'avais été appelé à résoudre. La fois où il avait maximisé 3 cartes de crédit et avait besoin que je co-signe un prêt de consolidation de dette. La fois où il avait été viré pour absentéisme chronique et avait besoin que je le mette en contact avec quelqu'un de mon réseau professionnel. La fois où il avait crashé la voiture de mes parents après avoir bu et avait besoin que j'aide à convaincre la compagnie d'assurance qu'elle avait été volée. Chaque fois, j'étais intervenu, chaque fois, j'avais résolu les choses, chaque fois, mon complaisance avait permis à Mason d'éviter les conséquences et à mes parents d'éviter de reconnaître leur rôle dans la création d'un fils qui ne pouvait pas fonctionner comme un adulte indépendant. D'après le ton frénétique des messages et quelques références spécifiques dans les textes, j'ai reconstitué ce qui s'était passé. Mason avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et dommages matériels. Il avait apparemment percuté une vitrine après une nuit de beuverie. Personne n'avait été blessé heureusement, mais il faisait face à des accusations sérieuses. Mes parents voulaient que je paie sa caution et le dépôt pour un bon avocat. Ils espéraient aussi que je parle à des gens au tribunal, croyant apparemment que mes liens professionnels s'étendaient au système judiciaire pénal. Alors que j'étais assis à ma table de cuisine, toujours bandé et meurtri, l'absurdité de la situation m'a frappé de plein fouet. Pendant 1 semaine, alors que je luttais avec les soins personnels de base après un grave accident, il ne m'avait pas contacté une seule fois. Maintenant, parce que Mason avait besoin d'argent et de connexion, ils submergeaient mon téléphone, comme si leur vie dépendait de ma réponse immédiate. La pression familière commençait à s'accumuler dans ma poitrine. Le poids de la responsabilité, le besoin inné de secourir, de réparer, d'apaiser les choses.
Ma respiration s'accélérait, en voyant des douleurs vives à travers mes côtes blessées. Mes mains devenaient moites et la pièce semblait légèrement basculer. À ce moment-là, j'ai reconnu les symptômes physiques de l'anxiété qui étaient devenus si normalisés que je les remarquais rarement. C'est ainsi que mon corps avait toujours réagi aux crises familiales, avec des réactions de combat ou de fuite que j'avais appris à ignorer au nom d'être fiable. Mon téléphone a sonné, me surprenant. Pas ma famille cette fois, mais Marcus qui prenait des nouvelles. « Hé, comment va l'invalide aujourd'hui » a-t-il demandé joyeusement. « Je viens de rallumer mon téléphone » ai-je dit, ma voix sonnant distante, même à mes propres oreilles. Il y a eu une pause et 53 appels manqués de ma famille ces dernières 24 heures. Mason a été arrêté pour DUI et dommages matériels. Ils veulent que je paie sa caution et son avocat. Marcus est resté silencieux un moment. Quand il a parlé, sa voix était prudente, mais ferme. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, » ai-je admis. Une partie de moi veut se précipiter et tout réparer comme je le fais toujours. Faire disparaître tout ça pour que tout le monde puisse prétendre que tout va bien. Et l'autre partie se souvient de ce post Instagram, ai-je dit doucement. Se souvient d'être allongé dans ce lit d'hôpital pendant 3 jours, pendant qu'ils allaient dans un parc d'attractions. Se souvient qu'ils n'ont appelé que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. La réponse de Marcus fut immédiate et sans équivoque. Ils t'ont montré qui ils sont, Houston. Crois-les. La simplicité de cette déclaration a traversé le brouillard d'obligations et d'habitudes. Ma famille m'avait montré à plusieurs reprises et de manière constante exactement qui elle était et ce qu'elle valorisait. Le post Instagram n'était pas une anomalie. C'était juste l'expression la plus flagrante d'une dynamique qui existait depuis des années. « Tu as raison », ai-je dit, une nouvelle résolution renforçant ma voix. Je dois arrêter de faire semblant qu'ils seront un jour la famille que je veux qu'ils soient. Alors, que maintenant ? A demandé Marcus. Maintenant, ai-je dit, je dois trouver comment répondre d'une manière qui préserve mon respect de moi-même, mais qui ne ferme pas complètement la porte, car malgré tout, ils sont toujours ma famille, et je les aime. Après notre conversation, je me suis assis avec mes pensées pendant un long moment, considérant mes options. Le silence complet serait le plus facile émotionnellement, mais entraînerait probablement des tentatives croissantes pour me contacter, y compris potentiellement quelqu'un qui se présenterait à mon appartement. Quelque chose à quoi je n'étais pas physiquement ou émotionnellement préparé dans mon état actuel. Une réponse cinglante dénonçant leur hypocrisie serait momentanément satisfaisante, mais fermerait la porte à toute relation future. Ce dont j'avais besoin, c'était une réponse qui établirait des limites claires, tout en laissant de la place à un changement potentiel. Non pas parce que je m'y attendais, mais parce que je voulais rester fidèle à mes propres valeurs, indépendamment de leur comportement. La décision s'est installée en moi avec une clarté surprenante. Pour la première fois de ma vie, je répondrai à une crise familiale en me plaçant d'abord, pas par dépit ou par vengeance, mais par le respect de soi que Walter avait si sagement identifié comme essentiel à la survie. Après mûre réflexion, j'ai composé un message texte pour ma mère. Je suis au courant de la situation de Mason. Je suis désolé qu'il ait des ennuis, mais je ne fournirai pas d'argent pour la caution ni de frais d'avocat. Je viens de sortir de l'hôpital après un grave accident de voiture, celui dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, la semaine dernière, pendant que vous étiez tous à Wild Waves. Je suis encore en convalescence et je ne suis pas en mesure d'aider financièrement ou autrement pour le moment. J'espère que Mason recevra le soutien dont il a besoin
pour faire de meilleurs choix à l'avenir. Je l'ai lu 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer », en m'assurant qu'il était clair, mais pas cruel. Ferme, mais pas vindicatif. La réponse fut immédiate. Mon téléphone a sonné quelques secondes après la réception du message. Le nom de mon père est apparu à l'écran. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais cela ne ferait que retarder la conversation inévitable. Et je voulais en finir. J'ai pris une profonde inspiration, grimaçant de douleur à mes côtes, et j'ai accepté l'appel. « Houston, quel genre de message est-ce » La voix de mon père était tendue de colère. « Ton frère a de sérieux ennuis. »« Je sais, papa, j'ai lu les messages. »« Alors tu sais que nous devons le faire sortir aujourd'hui. La caution est de plein $1000 et nous avons besoin d'au moins $5000 pour un bon avocat. »« Je ne payerai pas ça, » ai-je dit, ma voix plus calme que je ne m'y attendais. Mason a créé cette situation avec ses choix. Il doit en assumer les conséquences. Il y eut un moment de silence stupéfait avant que mon père n'explose. « Comment peux-tu être si égoïste? C'est ton frère. La famille aide la famille. » Où était cette aide familiale quand j'étais à l'hôpital pendant 3 jours après mon accident de voiture? Ai-je demandé calmement. Encore une pause. « De quoi parles-tu? » La semaine dernière, mardi soir, j'ai eu un grave accident. Côte cassée, commotion, blessure au genou. Je vous ai tous appelés depuis l'ambulance, j'ai laissé des messages, j'ai envoyé des SMS, personne n'a répondu. Personne n'a rendu visite. Personne n'a même appelé pour voir si j'étais en vie. Nous n'avons reçu aucun message, a dit mon père, mais sa voix manquait de conviction. Papa, j'ai vu le post Instagram. Enfin, un peu de paix sans lui. Meilleure journée. Publié pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, en attendant que l'un de vous se présente. C'était Mason qui ne pensait pas. A-t-il changé de tactique? Tu sais comment il est. Ta mère et moi n'avons rien à voir avec cette légende. Mais vous étiez là, papa, dans un parc d'attractions, le jour après que je vous ai dit que j'étais à l'hôpital. Houston, tu exagères. Nous ne savions pas que ton accident était si grave. Parce que vous n'avez jamais pris la peine de le découvrir. Ai-je interrompu? Un événement rare dans la dynamique de notre famille. Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas envoyé de SMS, vous n'avez pas rendu visite, vous ne vous êtes pas soucié jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose de moi. Sa voix s'est durcie. Alors, c'est la vengeance. Nous ne t'avons pas rendu visite. Donc, tu n'aideras pas Mason. Non, papa. C'est une limite. Pendant des années, j'ai tout laissé tomber chaque fois que Mason créait une crise. J'ai payé ses factures, j'ai réparé ses erreurs, j'ai utilisé mes relations pour lui trouver des emplois qu'il n'a pas gardés. Tout cela alors que vous et maman permettiez son comportement et preniez mon aide pour acquise. J'en ai fini avec ce schéma. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? A-t-il exigé. Le laisser simplement en prison? C'est peut-être exactement ce dont il a besoin, ai-je dit. Peut-être qu'affronter de vraies conséquences fera ce que notre complaisance collective n'a pas réussi à faire pour l'aider à grandir et à prendre la responsabilité de ses actes. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, a dit mon père, sa voix montant. Ce n'est pas toi, Houston. Tu as toujours été le fiable, celui sur qui on pouvait compter. C'est le problème, papa. J'ai été le fiable parce que Mason a été autorisé à être l'irresponsable. Ça ne marche plus pour aucun de nous. Si tu n'aides pas ton frère maintenant, quand il a vraiment besoin de toi, a dit mon père, sa voix basse et menaçante. Ne t'attends pas
à ce que nous soyons là pour toi à l'avenir. » L'ironie de la déclaration était si profonde que j'ai presque ri. « Papa, tu n'étais pas là pour moi dans le présent ou dans le passé? Pourquoi espérerais-je un futur différent? C'est ce que tu penses? Que nous n'avons pas été là pour toi après tout ce que nous avons fait? Qu'avez-vous fait exactement, papa? Quand avez-vous jamais mis mes besoins en premier? Quand avez-vous jamais célébré mes réalisations comme vous célébrez les plus petits efforts de Mason? Quand m'avez-vous jamais montré que vous étiez là comme je l'ai toujours été pour vous tous? » Son silence était une réponse suffisante. J'ai été éloigné tout en étant assis juste à côté de vous toute ma vie, ai-je dit calmement. Au moins maintenant, nous sommes honnêtes à ce sujet. L'appel s'est terminé peu après, mon père toujours en colère, mais peut-être avec les premières graines de compréhension plantées. Je n'avais aucune illusion qu'une seule conversation changerait des décennies de dynamique familiale. Mais c'était un début. La première fois que j'avais clairement articulé mon expérience et défini des limites explicites sur ce que je ferais et ne ferais pas. Les jours suivants ont apporté une vague de messages de la famille élargie. Certains soutenant ma décision de prendre du recul, d'autres critiquant ce qu'ils considéraient comme un abandon de mon frère en son heure de besoin. J'ai répondu à chacun avec la même clarté calme. J'aimais ma famille, mais je ne voulais plus cautionner des schémas nuisibles, ni être valorisé seulement pour ce que je pouvais fournir en cas de crise. Mason lui-même a fini par me contacter environ une semaine après son arrestation. Il avait été libéré sous caution arrangée par mes parents, qui avaient apparemment rassemblé l'argent eux-mêmes. Son message était une étude d'une responsabilité tiède. « Salut, frangin. J'ai entendu dire que tu avais eu un accident. C'est nul. Désolé de ne pas avoir pris de tes nouvelles. Les choses ont été folles avec ces trucs juridiques. Je sais que tu es en colère à propos du post Instagram. C'était juste une blague. Ça ne voulait rien dire. Bref, j'espère que tu te sens mieux. Aucune reconnaissance de la douleur causée, aucune réelle excuse, aucune reconnaissance du schéma de comportement, juste le vieux Mason qui effleure la surface de la responsabilité sans jamais plonger dans ses profondeurs. Ma réponse a été mesurée. J'accepte tes excuses pour le post, Mason. J'espère que ta situation juridique se résoudra d'une manière qui t'aidera à faire de meilleurs choix à l'avenir. Je me remets lentement, mais sûrement. Donc, on est bon. Il a texté immédiatement. Nous sommes dans un endroit différent, ai-je répondu. Je t'aime, mais notre relation doit changer. Je ne pourrai plus t'aider financièrement, ni utiliser mes relations pour résoudre des situations. Je soutiendrai ta croissance et tes efforts sincères pour changer d'autres manières. Sa réponse a été révélatrice. Un emoji pouce levé suivi d'un silence radio. Sans la perspective d'une aide pratique, Mason n'avait que peu d'intérêt à maintenir la communication. Ça faisait mal, mais ça confirmait aussi la sagesse de mes nouvelles limites. 3 mois sont passés. Ma guérison physique a bien progressé. Côte guérie, commotion cérébrale complètement résolue, genou en amélioration avec une physiothérapie constante. La guérison émotionnelle était plus complexe, mais tout aussi progressive. Des séances hebdomadaires avec un thérapeute m'ont aidé à dénouer le nœud des dynamiques familiales et à établir des schémas de pensée plus sains concernant ma valeur et mes relations. Un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement immatures m'a apporté perspective et communauté. Mon contact avec ma famille est devenu limité mais intentionnel. Courts appels téléphoniques, programmés avec mes parents, échange de SMS occasionnels avec Mason, pas de précipitation à répondre aux urgences non critiques, pas de laisser tout tomber quand ils appelaient.
C'était inconfortable au début pour nous tous, mais progressivement, un nouveau schéma a émergé. Sans moi comme solutionneur automatique, mes parents ont dû développer de nouvelles stratégies pour gérer les problèmes de Mason. Mason, face à moins de renflouement, a commencé à montrer de petits signes de plus grande responsabilité, gardant un emploi plus de quelques mois, effectuant des paiements sur ses amendes légales sans qu'on le lui rappelle. Mes parents, bien que le favorisant encore subtilement, sont devenus marginalement plus conscients du déséquilibre dans la façon dont ils nous traitaient. Quand l'invitation au dîner de Noël est arrivée, j'ai passé des jours à délibérer. Retourner à la maison familiale serait un test de mes nouvelles limites. Après en avoir discuté avec mon thérapeute, j'ai décidé d'y assister, mais avec des garanties. Je conduirai séparément pour pouvoir partir si nécessaire, je resterai dans un hôtel plutôt qu'à la maison de mes parents, et j'amènerai Marcus comme soutien moral et témoin. Le dîner lui-même était une étude des dynamiques familiales en transition. Il y avait une tension initiale, des silences gênés, quelques commentaires passifs-agressifs sur ma nouvelle attitude, mais il y avait aussi des moments de connexion sincère, des reconnaissances timides des blessures passées, de petits signes que mes parents essayaient au moins de me voir plus clairement. Mason était étonnamment le plus changé, que ce soit en raison des conséquences juridiques qu'il avait affrontées ou simplement de sa maturation, il semblait moins prétentieux, plus conscient des autres. Il s'est même renseigné sur mon accident, écoutant la réponse avec ce qui semblait être une préoccupation sincère. Quand il a mentionné une nouvelle perspective d'emploi, il l'a fait sans les prédictions grandioses de succès immédiat qui avaient caractérisé ses entreprises précédentes. Mes parents ont observé notre interaction avec des expressions que je ne pouvais pas vraiment lire. Peut-être surpris de nous voir interagir comme des adultes, plutôt que selon les rôles qui nous avaient été assignés dans l'enfance. Peut-être dérangé par la réalisation que la dynamique familiale était en train de changer d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Alors que nous partions, ma mère m'a pris à part. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », a-t-elle commencé timidement, à propos du fait que nous n'étions pas là pour toi. Je ne voulais pas le voir, mais je pense que tu avais peut-être raison. Ce n'était pas une reconnaissance complète ni des excuses, mais c'était un début, une fissure dans le mur de déni qui avait caractérisé notre relation si longtemps. Je n'ai pas insisté pour plus, reconnaissant que le vrai changement viendrait lentement, si tant est qu'il vienne. Merci de l'avoir dit, ai-je dit simplement. Ça me touche beaucoup de l'entendre. La véritable révélation de cette chambre d'hôpital, à savoir que parfois être seul vaut mieux qu'être avec des gens qui ne vous valorisent pas, est resté le principe directeur de ma nouvelle approche des relations familiales. Je m'engagerai, mais avec des limites claires. J'aimerai, mais pas au détriment de mon respect de moi-même. Je serai disponible, mais pas exploitable. Alors que Marcus et moi rentrions à l'hôtel ce soir-là, il m'a demandé si je regrettais d'avoir pris une position aussi ferme 3 mois plus tôt. Pas une seconde, ai-je répondu sans hésitation. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus nécessaire. Ils essaient à observer Marcus, à leur manière maladroite et imparfaite. Ils essaient, ai-je convenu. Et c'est tout ce que je peux demander. L'effort, pas la perfection. Tout comme j'essaie aussi. La différence, c'est que maintenant, je ne suis plus le seul à devoir faire des efforts. Le chemin entre ce lit d'hôpital et cet nouvel équilibre n'avait pas été facile ni simple. Il y avait eu des conversations difficiles, des prises de conscience douloureuses, des moments de doute et de solitude. Mais il y avait aussi eu de la croissance, de l'authenticité, et une nouvelle relation avec moi-même et ma famille.
Une relation basée sur la réalité plutôt que sur des rôles, sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation unilatérale. Alors que je repense maintenant à ces 53 appels manqués et à ce message désespéré de ma mère, je réalise que parfois, la réponse la plus puissante n'est pas de répondre à l'appel, mais de demander pourquoi ils n'ont jamais appelé quand vous en aviez le plus besoin. Parfois, guérir les relations familiales nécessite d'abord de briser les schémas malsains, même lorsque cette rupture ressemble à une trahison pour ceux qui ont bénéficié du statu quo. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre obligation familiale et respect de soi? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la recherche de la force dans des situations difficiles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des dynamiques familiales similaires, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces défis est le premier pas vers la guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est souvent la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et, en fin de compte, pour ceux qui vous entourent.